Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint. Fidel Gomis, bienvenue. Vous êtes expert en énergie et environnement. Nous sommes toujours accompagnés de Céline Diom, également expert en énergie et environnement, et notre éditorialiste Camille Sari. Place au dossier du jour. Le continent face à l'exploitation des énergies renouvelables, de nombreuses entreprises proposent des services divers pour répondre aux besoins des populations. Mais cette tendance n'est pas encore suivie par tous. Un reportage de nos correspondants en Afrique, Franck Noudofina, Adamias Abdelaziz et Brice Quinou. Commentaire de Lise Elsie Akizimana. Énergie renouvelable, enjeu majeur pour le continent africain. Elles sont accessibles, illimitées, inépuisables. Et pourtant, elles sont encore très peu exploitées en Afrique, l'hydroélectricité étant la principale source énergétique. Il s'agit notamment de la biomasse, du biogaz ou alors de l'énergie solaire thermique et photovoltaïque. Or, actuellement, le continent connaît une période de croissance économique qui lui impose de diversifier ses sources d'énergie et d'augmenter son investissement dans ce domaine. Un enjeu que le Camerounais Eric Nguegim a très vite compris. En effet, après 15 ans au service EDF France, dans le service énergie nouvelle, il s'est installé en Afrique. Depuis février 2012, il a créé sa société Afrique Énergie Nouvelle à Yaoundé au Cameroun. Son ambition, convaincre la population à utiliser de nouvelles sources d'énergie. Les citoyens avaient une grande peur, une grande crainte par rapport à la nouveauté. C'était là le problème. J'entendais les gens dire, les renouvelables c'est bien, mais c'est cher. C'est pas du tout cher. Parce que j'ai essayé de dire aux citoyens, prenez votre facture Sonel. Si j'installe une installation photovoltaïque chez vous, elle est garantie 25 ans. Prenez ce que vous payez par mois, vous multipliez par 25 ans et vous voyez ce que vous allez gagner quand vous ne payerez plus du tout de facture en 25 ans. Je pense que là, on commence à se rendre vite qu'effectivement, c'est pas cher. Le prix des énergies renouvelables constitue en effet une barrière dans la vente. Mais Énergie renouvelable du Cameroun, cette autre entreprise pionnière dans la distribution de l'énergie renouvelable dans le pays, a fait de la communication et du marketing son cheval de bataille. Les gens sont confrontés au délestage des énergies hydro. Et ils commencent déjà aussi à s'accommoder à l'énergie propre parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous passons le temps à faire le tapage médiatique pour leur expliquer le bien-être des énergies renouvelables. C'est une énergie propre. Ça protège l'environnement, ça protège l'écosystème en général. La société Énergie renouvelable du Cameroun diversifie ainsi ses offres au-delà de la vente des kits solaires et son installation qui peuvent coûter jusqu'à 475 000 francs CFA. Elle propose des pompes d'arrosage et des congélateurs destinés au service médical. Sa clientèle est également diversifiée. Ses meilleurs acheteurs viennent par ailleurs de l'arrière-pays et sont pour la plupart des agriculteurs. Quand ils finissent de vendre les produits de leur champ, ils viennent ici pour s'offrir ces plaques ou ces pompes. Et nous avons une politique dans la maison qui vise à accompagner ces clients qui n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire que si une plaque coûte par exemple 200 000, on leur permet de verser l'argent au fur et à mesure. On leur accorde des moratoires et dès que la facture est comblée, on leur donne la plaque ou la pompe submersible. De même au Togo, les entreprises qui œuvrent dans les énergies renouvelables font concurrence. Le 6 juin 2012, EcoDelta Afrique a gagné le marché de l'installation des parcs éoliens afin de développer les énergies renouvelables dans le pays. Aujourd'hui, va produire entre 55 et 60 gigawatts-heure par an. Au jour d'aujourd'hui, la CET fournit par le biais de ses propres installations comme celle de la CB qui a un barrage et qui importe presque 600 gigawatts-heure. Donc logiquement, notre production viendra à point nommé satisfaire 10% de ce qui est aujourd'hui possible d'être distribué à la population. Pour l'heure, les installations ne sont pas encore réalisées, mais dès que les financements seront bouclés, les parcs éoliens verront le jour au grand soulagement de la population togolaise. Cette dernière se sert actuellement des énergies classiques dont elle dispose pour cuisiner. Le charbon, le gaz et l'électricité sont ainsi les plus utilisés, comme dans ce restaurant tenu par Elisabeth à Lomé, au Togo.
Le gaz présente plus d'intérêt que le charbon. Une bouteille de gaz dure plus longtemps qu'un sac de charbon. C'est pour cette raison que si je dois faire un choix, je prendrai le gaz à cause des intérêts qu'il présente. Mais vu le prix élevé de la bouteille de gaz, le charbon nous permet de faire plus de bénéfices. C'est vrai qu'avec le gaz, on prépare plus vite et qu'on a plus de clients, mais l'augmentation du coût de la bouteille n'est pas en notre faveur. Actuellement, 2 à 5% seulement des communautés rurales d'Afrique subsaharienne ont accès à l'électricité, sans oublier les problèmes récurrents liés au délestage, une situation qui freine leur développement. L'une des solutions pour résoudre ces problèmes de déficit énergétique reste donc le recours à la politique du mix énergétique, c'est-à-dire d'un système qui combine la production de l'énergie par les énergies fossiles, l'hydroélectricité, le biogaz, la biomasse, le solaire thermique ainsi que le solaire photovoltaïque. Mais une précaution s'impose notamment dans le solaire. L'exploitation de cette source d'énergie nécessite l'installation sur une grande surface de panneaux solaires, ce qui n'est pas sans conséquence, surtout dans les pays non désertiques. L'installation des panneaux solaires peut en effet réduire la surface des terres cultivables. Le solaire n'est pas la solution adaptée pour pallier notre insuffisance énergétique. Il faut un mixte, mais il faut plutôt développer des centrales biomasse parce que les centrales solaires occupent beaucoup d'espace au sol. Et si l'Afrique aujourd'hui commence à développer beaucoup de centrales solaires pour avoir beaucoup de mégawatts, c'est beaucoup d'hectares qui sont mobilisés pendant 20-25 ans. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un deuxième problème en résolvant un autre. La diversification des sources d'énergie nécessite donc une politique qui prenne en compte les différents aspects de la vie économique et sociale. Reste à espérer que l'Afrique saura mettre à profit tous ses atouts pour combler son déficit énergétique et s'assurer son indépendance dans le domaine. Développer des centrales biomasse plutôt que des centrales solaires, qu'en pensez-vous, Fidèle? Effectivement, ça peut être une solution. L'Afrique est remplie de matières premières, notamment du bois, et c'est vrai que la biomasse est clairement une solution que l'Afrique peut exploiter. Donc après, les choses, c'est de voir aussi les coûts que ça peut engendrer. Alors ce qui est intéressant par rapport à la biomasse aussi, c'est peut-être aussi de penser plus mix énergétique, comme ça peut être mis et dit sur ce reportage. L'Afrique a plusieurs atouts, donc que ce soit le soleil, que ce soit aussi gérer l'hydraulique, et la biomasse peut venir justement s'ajouter justement à des options que l'Afrique peut prendre. Là, je ne partage pas ce qui a été dit dans le reportage. Bon, peut-être que ce responsable, lui, il veut vendre la biomasse, hein, c'est clair. Hein. Il dit, oui, il ne faut pas développer le photovoltaïque, enfin le solaire, parce que ça prend beaucoup de terrain. Mais en Afrique, la densité, c'est l'une des plus faibles au monde, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace. Et il faut savoir que l'Allemagne, où il y a très peu de soleil, a produit en 2012 20%, peut-être même 30% de ses besoins en énergie. Donc l'Allemagne est en train de sortir du nucléaire et bascule vers les énergies renouvelables. L'Afrique, où il y a du soleil tous les jours, il y a du bon soleil, je pense qu'il faut développer l'énergie solaire. Et ça a été dit par un autre intervenant, il a dit qu'il faut regarder l'investissement, c'est-à-dire que le coût, et ça nous avons fait beaucoup d'études là-dessus, il n'y a pas photo, vous avez un investissement de départ qui est élevé, mais vous avez la consommation sur 20-25 ans qui va amortir. Les courbes se croisent, c'est-à-dire que entre l'investissement de départ et ce que vous allez gagner en économie d'énergie, ça se croise. Par contre, il peut y avoir des gros investissements et là, il faut vraiment faire appel à des financeurs internationaux. Le Maghreb est en train de chercher des coopérations avec l'Allemagne et la France, le projet Desertec. Mais je rappelle que l'Arabie Saoudite finance au Maroc, à Ouarzazate, la plus grande centrale solaire photovoltaïque de tout le continent africain. Et avec de la technologie occidentale, peut-être c'est ça l'avenir, c'est ça la piste, parce qu'il faut des financements. Sur l'avenir de l'énergie solaire un peu plus tard. Céline Diom, comment expliquer, après les arguments de notre éditorialiste, que les Africains ne soient pas adeptes des énergies renouvelables? Est-ce uniquement une question de coût? Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, effectivement, il y a cet aspect qui est quand même pas du tout négligeable. Mais j'ai envie quand même de rappeler certains chiffres qui font froid dans le dos aujourd'hui. C'est que vous avez en fait 70% de la population africaine qui vit en milieu rural. Effectivement, on le voyait dans le reportage. Moi, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec
le responsable de la société Afrique Énergie Nouvelle, effectivement, qui disait que le solaire n'est pas adapté à nos besoins. Je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez quasiment un taux d'électrification rurale qui est relativement bas, qui est de l'ordre de 10% en moyenne sur pas mal de pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, il faudrait apporter à 500 millions d'Africains, il y a 500 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Vous comprenez d'ores et déjà quand même que le problème n'est pas simple. Qu'effectivement, ce n'est pas en adoptant des solutions trop simplistes, effectivement, pour essayer qui vont plus ou moins régler le problème. Moi, je pense aujourd'hui, on a des sociétés nationales d'électricité dans pas mal de ces pays. Vous prenez l'exemple du Sénégal, la Société nationale d'électricité du Sénégal, la Sénélec. Vous prenez la SB2E au Bénin, pareil aussi au Burkina, au Mali. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a deux choses. Il y a l'électrification dans les milieux urbains, dans les grandes villes africaines comme Dakar, comme Bamako, comme ailleurs, où effectivement on a un niveau d'électrification qui est relativement correct, qui est l'ordre de 40 à 50%. Assuré principalement par ces sociétés nationales d'électricité que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous vous rappelez des récentes émeutes d'électricité dans les capitales africaines parce que ces sociétés nationales n'ont pas les capacités aujourd'hui d'assurer une fourniture de qualité. Il y a de nombreux délestages dans ces pays-là. Pour une raison qui est très simple, les installations sont vétustes, ces sociétés sont déficitaires, ces sociétés aujourd'hui n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour étendre le réseau sur tout le territoire national. Pour vous, l'énergie solaire, c'est le moyen de pallier les délestages? À mon avis, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que vous le disiez si bien tout à l'heure, la particularité de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on a un habitat qui est morcelé. Vous allez vous retrouver en fait des villages de 1000 habitants, 1500 habitants un peu partout. Ça va être très difficile en termes d'investissement de vouloir étendre le réseau sur l'ensemble du territoire. Il faut se dire, alors, juste pour terminer, il faut se dire aujourd'hui une chose qui est très simple. On a d'une part ces sociétés nationales qui ne sont pas en mesure d'assurer aujourd'hui en tout cas la fourniture d'électricité à ses habitants des milieux ruraux. Il faut faire appel, à mon avis, à des modèles qui vont s'adapter en fait au contexte africain. Et c'est juste pour terminer, juste pour dire effectivement ce qui, à mon avis, peut être en tout cas une solution d'avenir, c'est de dire aujourd'hui, voilà, on a ces sociétés qui ne sont pas en mesure de le faire, qu'est-ce qu'on met à la place? On a quand même un soleil qui est disponible, on a un taux d'ensoleillement qui est de 4 à 7 kWh par mètre carré en Afrique, ce qui correspond à 7 heures d'ensoleillement par jour, ce qui est quand même énorme et phénoménal. Juste pour rappeler une chose, on ne peut pas aujourd'hui avancer le fait que les investissements de départ sont importants et c'est la raison pour laquelle on a du mal à développer ces énergies-là. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, ce déficit en infrastructure électrique coûte à l'Afrique 3% de PIB tous les ans. On a un taux de croissance qui est de 5% sur l'ensemble du continent en moyenne. Avec ces 3% de PIB, on arriverait à un taux de croissance à 8%. Et pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, nous n'avons pas le choix. Il faut un taux entre 8 et 10% pendant 10 ans de façon consécutive. Donc, ne serait-ce que pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, il faudrait arriver aujourd'hui à trouver des solutions pour combler ce déficit énergétique et arriver à des taux de croissance relativement modernes. Juste 90% des besoins de l'Afrique sont apportés, bon, d'une part. D'autre part, le photovoltaïque est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que je parle du prix. Donc on peut maintenant s'équiper bon marché. Et moi, il y a la campagne, vous avez parlé des milieux ruraux et vous avez raison, la campagne marocaine, le milieu rural, a été vraiment sans électricité pendant des décennies, C'est tout récemment qu'il y a une expérience qui mérite examen. C'est-à-dire qu'il y a eu des installations électriques, mais à la carte. C'est comme quand vous achetez votre carte téléphonique, vous la chargez. Bon, l'avantage de ce système, c'est que vous consommez à la carte, c'est-à-dire que vous chargez 200, je dis n'importe quoi, c'est de 20 euros, l'équivalent de 20 euros, et puis si la carte se termine, il n'y a plus d'électricité. Je dis pas portés par des sociétés. Ça, l'avantage, c'est que les gens payent, parce qu'il y a un problème de paiement, parce que vous pouvez pas, il y a un gros problème, il ne faut pas le négliger, le recouvrement des impayés, on en a parlé dans cette chaîne, mais en même temps, ça permet d'électrifier donc le milieu rural et ça règle beaucoup de problèmes. Ça augmente la productivité dans le milieu rural et ça c'est très important. Il faut juste souligner. Non, mais il faut voir deux choses en fin de compte sur l'électricité. Il y a d'une part les zones urbaines avec des forts besoins en énergie électrique. Et vous avez d'autre part, effectivement, les zones rurales. Vous ne pourrez pas faire tourner des usines avec 2, 3, 4 panneaux, quoi. Il faut vraiment avoir des efforts, et mettre des efforts et penser effectivement des centrales ou développer l'hydraulique. Après,
il y a les zones rurales. Ouais. Donc sur les zones rurales, il y a déjà des projets qui sont en cours, qui ont très bien fonctionné, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, qui sont des sociétés de belles expériences qui sont rurales, décentralisées, et qui sont des solutions, et je dirais même des voies sur lesquelles tout le monde devrait s'orienter, parce que ça crée aussi de l'activité sur place, et ça permet aussi de maintenir les populations sur place en leur créant une véritable activité, et aussi de créer de la formation sur place et d'avoir des personnes qui resteraient sur place. Juste vraiment un mot, c'est que moi j'attire l'attention à tous ceux qui ont vraiment des projets en Afrique d'utiliser des financements internationaux. La Banque mondiale finance des projets. Il faut savoir que même l'éclairage public peut être financé par le photovoltaïque. Et deuxièmement, il y a des ONG, je ne vais pas faire de la publicité, mais je peux le faire parce que c'est des gens, ce sont des retraités d'EDF par exemple, qui ont créé des ONG comme Électriciens sans frontières, qui sont des bénévoles, qui peuvent aider par le conseil, par l'étude en Afrique. Et ils peuvent peut-être trouver aussi des financements internationaux. Il faut s'appuyer sur ces ONG. Vous avez entièrement raison. Je voulais juste rebondir en fait. Rapidement, pour terminer. Non, très rapidement, juste pour dire une chose. Effectivement, il a évoqué un sujet qui est essentiel, c'est celui de la formation. Ce qui s'est passé dans les années 70 et 80, c'est que l'électrification rurale des zones africaines n'a pas démarré aujourd'hui. Effectivement, il y a eu des projets qui ont été mis en place dans les années 70, qui effectivement ont eu des durées de vie relativement courtes, de l'ordre de 4-5 ans, qui ont nécessité à la base des investissements colossaux. Mais on s'est aperçu par la suite, en fait, parce que les populations locales n'étaient pas formés. Donc, ils étaient incapables de pouvoir assurer la pérennité des installations. Et de ce fait, on s'est retrouvé avec des projets qui étaient quasiment en état de ne pas produire les effets effectivement attendus. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir en fait de ces expériences passées, mettre en place de nouvelles choses, être plus proche des populations avec un travail de pédagogie qui est nécessaire. On l'a vu dans le reportage, les gens sont très réticents, les gens sont très sceptiques à l'idée d'aller sur des énergies nouvelles. Pour eux, effectivement, c'est une solution de second choix, c'est une solution dégradée et que l'idéal aurait été d'avoir le réseau. Donc il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est des choix que nous portons. Il faut une exigence de qualité, une exigence effectivement d'efficience sur ces projets-là pour qu'il y ait un taux de coupure qui soit relativement bas d'une part et d'autre part, il faut que ce soit de vrais professionnels. Et là, juste Merci. pour terminer... Messieurs, nous manquons de temps. Nous manquons de temps. Formation maintenant. Le message est passé. Voici le rappel des titres Afrique évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Les ministres de l'Intérieur de l'Union du Maghreb arabe étaient réunis dimanche, à savoir ceux de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Au centre des discussions, des questions liées à la sécurité régionale. Et puis l'émancipation des Africaines au centre des discussions. Sur le continent, elles militent pour la parité homme-femme, mais l'application des lois marque un frein dans leur combat. Cyrine Diom, merci d'avoir accepté notre invitation. L'Africa Newsroom continue après la pause. À suivre les suites de l'enquête sur les attentats de Boston aux États-Unis. A tout de suite.